que chacun d'entre nous, chaque individu dépend d'un autre individu d'une manière ou d'une autre. Si on regarde autour de nous, on va s'apercevoir que notre présence ici ensemble est le fruit d'un besoin. Peut-être le besoin d'apprendre, peut-être le besoin d'avoir un diplôme, ou bien peut-être le besoin d'évoluer dans la société. Et cela conduit à la création de rapports et de relations humaines. Et ce qui est certain, c'est qu'on a tous besoin d'un professeur. Et pour qu'un professeur exerce son métier et transmette son savoir, l'existence des étudiants est indispensable. Donc, on peut considérer un individu comme un système qui dépend de chacun de ces éléments. Ce sont donc des rapports humains, ce sont des êtres humains. Donc, il y a des droits et des obligations réciproques pour que les relations humaines s'établissent dans les meilleures conditions possibles. Imaginez que vous faites partie d'un groupe et qu'au sein de ce groupe, il se passe quelque chose d'important, une prise de décision, et que vous êtes le seul à ne pas être prévenu. Je pense que vous serez d'accord que vous pouvez vous sentir comme trahi parce que vous êtes le seul à ne pas être prévenu. C'est normal, parce qu'avant tout, ce sont des relations humaines. De la même façon, il y a des relations entre citoyens, entre l'État et les citoyens, entre l'État et les institutions, et des relations à l'intérieur de ces institutions. C'est le cas de l'entreprise. Et on a souvent l'idée que, au sein de l'entreprise, c'est l'employeur qui commande et que les salariés ne font qu'exécuter. Alors qu'en réalité, l'entreprise est un système. L'employeur et les salariés sont les éléments de ce système. Parce que dans toute société démocratique et organisée, la notion de respect est au centre des rapports entre les hommes. De ce fait, il y a des droits et des obligations qui sont soit la source d'un accord mutuel entre les éléments du système, soit issus d'un dispositif légal mis en place par l'État. L'employeur, ou bien le salarié, a besoin de l'entreprise. Et l'entreprise a besoin du salarié, surtout au moment de crise. Une entreprise en difficulté, la fonction des institutions représentatives dans une entreprise en difficulté est en marasme. Et pour qu'une entreprise mobilise son potentiel humain, elle doit les rassembler et utiliser comme moyen de développement leur intelligence, leur motivation et leurs idées. Et les entreprises les plus innovantes ont compris que les idées les plus utiles viennent des gens du terrain. Et leur participation sert au développement de l'entreprise, sert à la détection précoce des anomalies, voire même au sauvetage de l'entreprise, à travers les représentants des salariés, qu'on va découvrir dans quelques instants avec plus de détails. Ce qui va nous conduire par la suite à discuter le rôle de ces représentants dans le cadre de la procédure de traitement. Je pense que vous êtes curieux de savoir qui sont ces représentants. C'est la raison pour laquelle je vais céder la parole à mon cher camarade Canes qui va répondre à cette interrogation. Tout à fait, chers collègues. Donc, avant de passer à poser la question quelle est l'implication des représentants du personnel dans la phase contentieuse des difficultés des entreprises, il faut tout d'abord savoir qui sont ces représentants du personnel. Et avant cela, il vaut mieux vous annoncer tout d'abord le temps pour que vous puissiez suivre avec nous et être concentrés. Dans la première partie, on va parler de l'implication apparente des institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire qu'on a basé cette partie sur la loi, sur les dispositions légales, sur ce que dit la loi de cette intervention. On va parler dans le cadre des implications obligées ou bien implications initiées par la loi de l'intervention des représentants du personnel dans la procédure de licenciement pour compte économique et aussi de leur rôle consultatif et communicatif. Ensuite, on va parler dans le cadre de l'implication initiée par les institutions représentatives du personnel qui sont des cas rares. On va parler de la vérification des créances salariales. Ensuite, dans le cadre de la deuxième partie, l'implication réelle des institutions représentatives du personnel, on a basé cette partie sur les points de vue de la doctrine et sur les décisions les plus récentes de la jurisprudence. On va parler dans la première section de l'implication écrivée, on va parler de la possibilité est-ce que les institutions représentatives du personnel peuvent assigner leur entreprise en justice
l'article 430 du Code de travail marocain prévoit que pour les entreprises employant habituellement au moins 10 salariés permanents, elles doivent élire des représentants du personnel. L'article 431 du même Code de travail marocain ajoute que pour les entreprises qui emploient moins de 10 salariés, elles peuvent aussi opter pour ce système, pour ce régime des délégués du personnel, mais avec une seule condition, c'est que cet accord doit être constaté par écrit. Concernant les missions des délégués du personnel, ils sont chargés de présenter les réclamations à leur employeur, les réclamations individuelles des salariés qui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail, ou ils peuvent aussi saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces réclamations dans le cas où le désaccord subsiste avec l'employeur. Mais l'article 464 du Code de travail marocain nous dit et dispose que pour les entreprises qui atteignent un nombre de 50 salariés, elles doivent désigner un comité d'entreprise, un comité consultatif dénommé comité d'entreprise. Ce comité d'entreprise comprend dans sa composition l'employeur ou son représentant, deux délégués du personnel élus par des délégués du personnel de l'entreprise et le cas échéant un ou deux délégués syndicaux. Quant à sa mission, le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative, comme j'ai dit, des questions et des transformations technologiques et structurelles à effectuer au sein de l'entreprise, du bilan social lors de son approbation de l'entreprise et aussi de l'élaboration des projets sociaux au profit des salariés et à leur mise à exécution. Pourquoi pas aussi de l'adoption de la manière de production et des moyens pour augmenter la rentabilité et aussi des programmes d'apprentissage, de formation insertion, de la lutte contre l'analphabétisme et de la formation insertion au sein des salariés au sein de l'entreprise. C'est écrit noir sur blanc dans le code, mais la réalité, comme vous le savez, c'est autre chose. Donc, la question de l'implication des institutions représentatives du personnel a fait l'objet d'un débat qui est marqué par une fragmentation des opinions entre deux courants doctrinaux. D'une part, un courant doctrinal qui considère que oui, c'est une application et c'est une intervention efficace, cruciale, importante, sine qua non, et que les bons redressements n'ont pu être menés à bien que par une participation active des institutions représentatives du personnel, cela d'une part. L'autre courant considère que non, c'est une intervention seulement symbolique, c'est une intervention qui n'a aucun sens, aucune incidence sur la prise de décision finale et que les salariés participent pour dire qu'une entreprise est démocratique et qu'elle respecte la vie de ses salariés, etc. Donc, chers collègues, la question qui se pose, comme j'ai dit, quelle est l'implication des institutions représentatives du personnel dans le cadre de la façon contentieuse des difficultés des entreprises? Les institutions représentatives du personnel dans la phase contentieuse, autrement dit dans un processus de traitement des difficultés de l'entreprise, jouent un rôle très important. Le représentant du personnel doit être informé et avisé par l'employeur avant tout licenciement pour motif économique et aussi doit être consulté avant toute décision prononçant, que ce soit la liquidation, la cession partielle au total ou un plan de continuation. Commençons tout d'abord par le licenciement pour motif économique. En application de l'article 66 du Code du travail marocain, l'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles et artisanales peut procéder au licenciement de toute une partie des salariés, mais il doit porter sa décision aux représentants du personnel dans un délai d'un mois qui précède ce licenciement. Il doit indiquer dans sa décision les motifs de ce licenciement et aussi le nombre et les catégories des salariés concernés et aussi la période pendant laquelle il entend entreprendre ce licenciement. Ainsi, l'administration de l'entreprise se trouve dans l'obligation d'engager des concertations et des négociations avec le représentant du personnel en vue d'examiner les moyens qui peuvent permettre d'empêcher ce licenciement, ainsi enfin d'actionner les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans des postes différents.
l'administration de l'entreprise se trouve dans l'obligation de dresser un procès verbal constatant les résultats de ces négociations et concertations avec le représentant du personnel, dont une copie doit être délivrée au représentant du personnel et au délégué provincial chargé de travail. Au niveau de la France, le licenciement pour motif économique est régi par une procédure spéciale prévue à l'article 45 de la loi 2005. Il prévoit que le juge commissaire ne peut donner autorisation à tout licenciement pour motif économique ou si le licenciement économique a une nature urgente et nécessaire. C'est ce qu'on concerne le licenciement pour motif économique. En quoi consiste le rôle consultatif du délégué du personnel? Oui, concernant le rôle consultatif, faut-il savoir qu'avant tout, le rôle consultatif est une garantie, est un droit pour les salariés, puisque le tribunal ne peut décider du sort de l'entreprise, c'est-à-dire soit sa cession, sa liquidation judiciaire ou sa continuation, qu'après avoir entendu les représentants du personnel. Et c'est ce qui découle de la lettre de l'article 590 du Code de commerce. Mais à notre avis, en tant que groupe, il est regrettable que le législateur marocain a donné le droit aux représentants des salariés d'être consultés, mais sans que cette procédure ne soit obligatoire pour le juge. On ne veut pas dire par là qu'elle doit être exigeante pour le juge, mais du moins le juge doit motiver, doit justifier les motifs sur lesquels il s'est basé pour rejeter l'avis des salariés. De surcroît, l'article précité est ambigu quant à sa formulation et quant à la constatation par écrit du procès verbal des propositions des représentants des salariés, chose qui constitue un droit et une garantie pour les salariés. Cher ami Bilal, est-ce que, outre ce droit de consultation, y a-t-il un autre rôle que jouent les institutions représentatives des salariés? Oui, le représentant du personnel joue aussi et dispose d'un droit communicatif. Le législateur marocain a donné aux salariés, aux représentants du personnel de participer à la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, mais cette fois-ci à travers les informations qui peuvent être communiquées au président du tribunal de commerce. En application du livre 5 du Code de commerce marocain, qui prévoit que le président du tribunal de commerce peut se baser sur les informations qui lui sont communiquées par le représentant du personnel afin de savoir les démarches qui doivent être effectuées en vue de redresser la situation et décider le sort de l'entreprise. Le rôle communicatif du représentant du personnel est confirmé par l'article 590 du livre 5 du Code de commerce marocain. Ce rôle est aussi prévu par le législateur français dans l'article 19 de la loi 2005. Mais une question qui se pose, quelle est la nature des informations qui peuvent être communiquées par le représentant du personnel auprès du président du tribunal de commerce? Il s'agit de toute information relative à la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, à savoir la clientèle de l'entreprise, l'inscription à la CNCS, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité. Mes chers collègues, est-ce que les représentants du personnel ne sont pas tenus du secret professionnel vis-à-vis de leurs employeurs? Comme vous savez, la préservation de la règle de secret professionnel constitue l'une des obligations les plus importantes qui pèsent sur le salarié dans le cadre du contrat de travail. Le principe de la bonne foi oblige tout salarié à ne pas découvrir aucune information relative à la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, ce qui a été confirmé par l'article 39 et 168 du Code de travail marocain. Mais la règle de respect du secret professionnel ne s'applique qu'à l'égard des tiers, c'est-à-dire que le tribunal et ses organes sont exclus de cette règle. La raison est logique, le tribunal vise la sauvegarde de l'intérêt public de l'économie nationale et de l'intérêt privé des salariés. C'est pour cela que les salariés ou le représentant du personnel doivent fournir au président du tribunal de commerce toute information éclaircissante de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ceci dit, concerne les implications obligées
Qu'est-il la situation en ce qui concerne les implications initiées par le représentant du personnel? Oui, chers collègues Bilal, il s'agit des cas qui sont très rares. On peut citer ici le cas de la vérification des créances salariales, droit français. Lorsque la procédure est ouverte par le juge, la vérification des créances salariales sera l'une des rares circonstances où le représentant du salarié pourra, par ses initiatives, intervenir et jouer un rôle actif dans la procédure. À l'occasion de la vérification des créances salariales, le représentant du personnel peut signer ou non les relevés de créances, ou il peut les assortir de réserves ou d'observations selon les dispositions de l'article 625 alinéa du Code de commerce français. Son refus ou ses observations obligera le juge commissaire d'en rendre le représentant du personnel des motifs de son refus. Donc, vous voyez que le représentant du personnel peut paralyser la procédure d'admission des créances salariales. Et même un contentieux prud'homal en droit français peut suivre l'incident et au cours duquel le représentant des salariés peut représenter et peut assister le salarié qui est concerné par la créance litigieuse. Mais ce rôle d'assistance n'est pas le principal devant les tribunaux, puisque les institutions représentatives des salariés ont la possibilité d'exercer des recours contre les décisions judiciaires. Mais faut-il signaler que c'est dans le contexte français, du droit français, et non pas du droit marocain. Concernant les situations les plus graves, lorsqu'il apparaît que les dirigeants sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale, par exemple la banqueroute ou la fraude, l'article 654-17 du Code de commerce français autorise les institutions représentatives des salariés à se positionner, à se constituer partie civile pour provoquer et déclencher une procédure répressive. Cette autorisation à l'évidence légitime ne va pas forcément de soi, parce qu'elle s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel défavorable. À l'issue de ces observations positives, pour le rôle principal, primordial et prééminent que jouent les institutions représentatives des salariés, malheureusement, ce n'est qu'une lecture de l'apparence du texte législatif. Tout à fait. Malheureusement, il ne s'agit là que d'une lecture de l'apparence du dispositif législatif. D'emblée, il nous faut nuancer cette appréciation, bien cette lecture qui est positive, fondée sur une analyse quantitative plutôt, pour essayer ensuite de procéder à une évaluation qualitative de l'implication des institutions représentatives du personnel dans le cadre de la procédure contentieuse. C'est cette dernière approche qualitative qui nous permet de mesurer l'ampleur, l'étendue de cette implication réelle fondée sur les décisions de la jurisprudence et le point de vue de la doctrine. Donc, comme j'ai dit, chers collègues Bilal, une question qui s'impose: est-ce que les institutions représentatives du personnel peuvent assigner leur entreprise en justice pour demander l'ouverture d'une procédure de traitement à son égard? Comme vous savez, le législateur marocain, dans le livre 5 du Code de commerce, a énuméré les personnes qui peuvent déclencher la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, à savoir le chef de l'entreprise dans un délai de 15 jours qui suit la date de cessation de paiement, le créancier, quelle que soit la nature de sa dette, et le tribunal d'office et le ministère public. Mais est-ce que cela veut dire pour les salariés, pour le représentant du personnel, le peut saisir le président du tribunal de commerce pour qu'une procédure de traitement soit ouverte à l'égard de l'entreprise débitrice? À la lecture de l'article 563 du Code de commerce marocain, on constate que le législateur marocain n'a pas exigé que pour la recevabilité de la demande, que la nature de la créance soit commerciale. Les créanciers dont la nature de la créance soit civile ou sociale peuvent saisir le président du tribunal de commerce pour engager ou pour demander l'ouverture d'une procédure de traitement à l'égard de l'entreprise débitrice. C'est pour cela certains spécialistes en la matière, comme le professeur de psychologie, dans son ouvrage intitulé Sur Roubat al-Muqawala wa al-Masatir al-Qadariya
المكفلة بمعالجتها. À considérer que ce droit est déduit par la rédaction même de l'article 563 du Code de commerce et que ce droit est présumé à trois conditions essentielles. Le créancier doit prouver, le salarié doit prouver sa qualité de créancier. Aussi, le salarié doit prouver que l'entreprise est en état de cessation de paiement et doit aussi procéder au paiement des frais de la justice sous peine d'irrecevabilité de sa demande. C'est ce que confirme un jugement du tribunal de Casablanca daté de 2008. Et si vous permettez, je vous cite ce jugement en langue arabe. وحيث إن كان الأجير معتمد أداء الرسوم القضائية في القضايا الاجتماعية الدولية يستفيد من المساعدة القضائية فإنه في هذه الحالة وفي إطار المادة 563 فإنه يعتبر ملزما بأداء الرسوم القضائية اليومية يحتاج إلى المحكمة بصفته دائنا للمقاولة وليس كأجير. Autrement dit, comme vous savez dans le cadre du contrat de droit au travail, le salarié bénéficie de la gratuité du frais de la justice parce qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, oui, dans son cas, et doit procéder au paiement des frais de la justice parce que le salarié recourt au tribunal en tant que créancier et pas en tant que salarié. Est-ce que c'est le seul courant doctrinal qu'on peut trouver sur le terrain? Non, cher collègue, il n'est pas le seul courant doctrinal. Il y a un deuxième courant doctrinal qui ne partage pas cet avis. Il considère que les dispositions de l'article 563 du Code de commerce marocain ne peuvent pas être la base légale selon laquelle on peut permettre ou reconnaître aux représentants du personnel ce droit d'assigner leur entreprise en justice pour demander l'ouverture de la procédure de traitement. Il considère ce courant doctrinal est présidé par plusieurs partisans, comme par exemple le célèbre professeur Aïd Choukri ou le fameux professeur Abdelrahim Jmi'a, qui est un professeur de droit à la faculté de droit de Meknès, dans son ouvrage وضعية التربية للأجراء من خلال نظام معالجة صعوبات المقاولة, ou même le professeur Abdelrahim Simani, tous ceux-ci considèrent qu'il y a une nécessité d'intégrer un nouveau article dans le Code de commerce marocain qui donne expressément le droit aux représentants du personnel de demander l'ouverture de la procédure de traitement. Un autre auteur qui est Mohamed Bechbour, dans son ouvrage Markaz Bojara Bain Mudawwanatay al-Shughl wa al-Tijara, a beaucoup critiqué cet article 563 pour ne pas avoir donné de près ou de loin, directement ou indirectement, le droit aux salariés ou aux représentants du salarié de demander l'ouverture de la procédure de traitement. Oui, comme vous le voyez, cher auditoire, il y a une confrontation entre deux courants sur le terrain doctrinal. À notre avis, c'est le premier courant qui est plus favorable pour la situation du salarié, malgré que nous pensons en tant que groupe qu'il faut aller plus loin et qu'il faut donner, octroyer la faculté et la possibilité aux salariés d'initier la procédure de traitement de difficultés des entreprises en sa qualité de salarié et non pas en sa qualité de créancier. Et c'est un droit logiquement naturel et en parfaite cohérence et adéquation avec la nouvelle conception de l'entreprise telle qu'elle est décrite par le grand professeur Maurice Payet comme étant une cellule où s'organise un travail collectif. Tout à fait. Et même, chers collègues, la tendance jurisprudentielle marocaine a tranché ce débat doctrinal. Elle a considéré, elle a ajouté une autre condition, outre les conditions qui sont trouvées par la doctrine que vous avez citée, c'est-à-dire le salarié doit prouver sa qualité de créancier et il doit prouver que l'entreprise est en état de cessation de paiement et il doit aussi s'acquitter des frais de justice. La jurisprudence marocaine a ajouté une autre condition, il s'agit de l'exigibilité de la créance. Dans un jugement du tribunal de commerce de Casablanca, rendu le 2 octobre 2006, il a considéré que même si l'article 563 du Code de commerce marocain autorise le créancier à demander l'ouverture de la procédure de traitement à l'égard de l'entreprise débitrice, mais il doit prouver qu'il s'agit d'une créance certaine et exigible, d'une créance certaine, c'est-à-dire qui n'est pas contestée par l'entreprise débitrice ou qui ne peut être contestée. Pourquoi? Parce que le créancier dispose déjà de la preuve matérielle de l'existence de la créance. حسب تعبير المحكمة وتعبير قرار المحكمة يجب أن يتعلق الأمر بدين ثابت وحال الأداء.
selon le terme en arabe. Donc, je pense que la dernière question qui va se poser dans le cadre de cette présentation, c'est est-ce que les institutions représentatives du personnel peuvent former des recours contre des décisions judiciaires? Oui, malgré l'absence d'un texte express qui autorise le salarié ou le représentant du personnel de saisir le président, de saisir la cour d'appel lorsque le tribunal de commerce rend une décision défavorable à l'égard du représentant du personnel, mais en se basant sur l'article 1er du Code de la procédure civile et sur la Constitution marocaine qui prévoit que n'importe quelle personne qui a subi un préjudice peut saisir le tribunal pour demander la réparation ou l'annulation de jugement. C'est pour cela que les salariés peuvent saisir la cour d'appel pour demander l'annulation de la décision rendue par le président du tribunal de commerce prononçant une décision favorable, c'est-à-dire prononçant la liquidation judiciaire. Mais encore, les décisions du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un appel par les salariés lorsque celui-ci est une partie essentielle à la procédure ou par le biais d'une tierce proposition. Donc, qu'est-ce qui rend une entreprise performante et prospère? On a tous entendu des ventes qui génèrent des profits. On a tous entendu d'une bonne stratégie de marketing, d'une vision, d'une créativité, ou même d'un slogan attrayant. Mais le facteur clé derrière tout cela, la chose la plus importante pour pouvoir créer cela, c'est la relation employeur-employé. Pourquoi? Parce que la force de l'entreprise se mesure à celle de son capital humain, à celle de ses employés. Lorsqu'il y a une bonne relation employeur-employé et une approche, je dis participative, dans ce cas, cela conduit au bonheur et au bien-être des employés, ce qui conduit inévitablement à la performance et au succès de l'entreprise. Et si l'employeur doit développer, doit maintenir, doit motiver son salarié, doit garder une bonne relation et une relation saine avec son capital humain, et s'il le fait, il peut s'attendre et il peut imaginer une relation comme celle-ci, par exemple, dans le cadre de cette petite vidéo, cette courte vidéo. S'il le fait, il peut s'entendre, ils célébrer le retour de leur employeur après une guerre entre les salariés et leur employeur. Vous imaginez? Tous les salariés pour soutenir la plateforme qui revient. C'est tellement rare que
plus motivés que jamais. Merci. Si vous avez des questions, des remarques. Vous avez doublé, donc je peux intervenir. Alors, j'ai pris l'initiative de vous applaudir parce que vraiment c'était chouette, c'était pour ne pas trop vous passer de la voix, c'était excellent. Merci. Alors, juste une petite remarque, il nous faut un petit plan synoptique récapitulatif sur votre travail. Non, le travail. Il est annoncé à la fin de l'introduction. Il est là. À la fin de l'introduction. Vous pouvez bibliographie en parlant. Non, l'introduction. On n'a pas fait une table des matières. Alors, oui. Ah, d'accord. À la fin de l'introduction. C'est un peu, c'est autre chose. Bon, c'est une petite remarque au niveau de la forme. Donc, le panorama parle de vous-même. Je n'ai pas grand chose à rajouter, vraiment. Vous avez pu combler ce caractère lapidaire, ce caractère lacunaire, dont on peut se heurter dans la majorité écrasante des exposés qui ont passé, qui peuvent être passés, c'est-à-dire en séance prochaine. Et pour les années auxquelles je me suis affrontée à des travaux similaires. Mais bon. Alors voilà. Trop de remarques réjouissantes, pour vous dire. Donc, je vais faire intervenir l'auditoire pour avoir votre avis sur cette méthode de travail interactif par laquelle on passe des interrogations entre les collègues. Cet esprit de polémique, si vous voulez, cet esprit, j'ai ressenti le fait que vous êtes en train de brosser dans le sens inverse des poils, si je me permets de dire. Donc, vous êtes en train de critiquer de notre brèche le tout, ce qui est vraiment important. Il y a toujours un plus-value, aussi bien sur votre travail que sur vos acquis académiques. Ça, c'est inévitable. Cette interactivité a vachement m'a subjugué. Je ne sais pas pour les certains qui vont dire. Ça subjugue, ça attire l'attention, c'est pas du tout agaçant, ennuyeux. Je salue énormément votre effort en matière de jargon lexical béton, dans un champ lexical juridique bien ciblé, très bien choisi. Donc, chapeau. Une petite remarque en ce qui concerne la nouvelle loi de sauvegarde. Vous n'avez pas fait allusion pour me dire est-ce que. Bon, je sais que vous vous êtes focalisé, vous êtes penché vachement sur tout ce qui est contentieux. D'ailleurs, on a vu de travailler avec vos collègues en ce qui concerne à la phase préventive. Mais pour la lecture de la projet de loi, on avait déjà, on a parlé du rôle de représentant du personnel pour déclencher, tirer cette sonnette d'alarme en cas de constatation de signes précurseurs dits subversifs, qui perturbent, qui chamboulent l'activité commerciale de l'entreprise en cas de constatation de difficultés dites sociales. Donc, on a essayé d'étoffer le champ d'intervention pour déclencher l'alerte en plus de difficultés juridiques, économiques, financières, on essaie de rajouter sociales. Quid de cette intervention, je dirais, au niveau de la loi, de la nouvelle loi de sauvegarde.
a intégré cette partie dans le support papier, mais seulement en droit français. On a intégré cette partie dans le support papier, mais en droit français seulement. On n'a pas parlé du projet de loi en droit français. Vraiment, c'est la clé de voûte, c'est la pierre angulaire en matière de droit marocain. J'aurais aimé voir juste un petit aperçu en ce qui concerne les nouveautés. Ça est pertinemment que c'est archi-primordial. On peut l'intégrer après et déposer le support final. Voilà, pour vous tirer les oreilles. Alors, vous avez fait, ou bien vous avez intégré à bon escient les écritures doctrinales et jurisprudences. C'était captivant pour moi. Un grain de sel, un travail, un cœur de jouvence. Pour notre travail, ça permet de leur raviver, de leur rendre plus attrayant et sujet. Alors, vous m'avez parlé, c'est une question et après je vais céder la parole à l'auditoire pour donner son avis de façon un peu furtive vu la pression et la contrainte du temps. Vous m'avez parlé alors des voies de recours et vous avez dit qu'on peut enclencher une voie de recours, cette ordonnance extraordinaire, alors en train d'une décision de justice qui concerne son redressement, son liquidation, vu qu'on est en train de parler de la phase contentieuse. Alors, une interrogation va se formuler, qui va se pencher pour ce qui est du RA. Mais avant tout, comment vous apercevez l'exercice de ces voies de recours par les salariés? S'agit-il des moyens de pression qui peuvent être utilisés à mauvais escient pour des privés? S'agit-il d'une mesure dilatoire qui vise seulement à étirer la procédure et à gagner du temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Parlez-moi du RA avant de vous parler de ces mesures dilatoires. Comment du RA? Du RA. Est-ce qu'ils ont droit de déclencher une voie de recours contre une décision qui prononce un règlement amiable? Donc, je pense que ça fait partie de la phase préventive, n'est-ce pas? Ah oui, RA, c'est concordat. Amiable, c'est la phase non contentieuse. Vous allez essayer de dénicher un peu en matière. Bon, normalement, ce sont les collègues d'hier qui devaient me répondre, mais je voulais juste avoir des petits étincelles. Selon les dispositions de l'article 548, il peut fournir des informations au tribunal, mais le recours contre le tribunal, nous pensons qu'il va bouleverser ou bien retarder une procédure qui est marquée par la célérité, et donc, oui, partiellement, elle peut être une pression, bien elle peut avoir un effet incitatif au juge afin qu'il motive ses décisions et qu'il prend en considération les intérêts des salariés. Mais en fin de compte, la décision finale doit être prise par le juge. Je pense que même en pratique, le sort de l'entreprise ne dépend pas des salariés. Dans la phase préventive, oui, par la découverte des anomalies dans le temps opportun pour prévenir les difficultés, mais dans le cadre de ce qu'on a fait, nous, dans le cadre de la procédure contentieuse, nous pensons qu'en pratique, le sort de l'entreprise dépend des investisseurs. Alors, est-ce que dans le cadre de l'arsenal législatif marocain, confère ce droit de déclencher des voies de recours à l'encontre des décisions gracieuses? Non. Non. Nous n'avons pas trouvé un article donnant ce droit, même si la doctrine marocaine, il y a un point de vue, mais dans le cadre, je pense, de la procédure contentieuse, et non pas préventive.
un Moi, point je parle du sévèrement. de la phase De préventive. la phase préventive. D'après nos recherches, nous n'avons pas trouvé aucun point de vue. On peut déclencher. Non.